Dans les vertes contrées de la vallée de la Loire, où les plantations de café s'étendaient à perte de vue et les secrets anciens dormaient sous les racines des chênes centenaires, une femme tenait dans ses bras un enfant qui n'était pas le sien, mais que le destin avait placé sur son chemin. Hélène Dubois n'imaginait pas que ce bébé en pleurs, rescapé d'une tragédie, serait le pont qui la connecterait pour toujours à l'homme qu'elle n'avait jamais osé aimer. Le baron Alphonse de Montaigne, veuf récent et anéanti par la culpabilité, avait ordonné que quelqu'un s'occupe de son fils jusqu'à ce qu'il parvienne à surmonter sa douleur. Mais lorsque ses yeux rencontrèrent ceux d'Hélène pour la première fois, quelque chose d'ancien s'éveilla en son cœur, quelque chose qu'il avait enfoui il y a longtemps, avec ses espoirs de jeunesse. C'est une histoire d'amour silencieux, de destin entrelacé et de la façon dont parfois la vie nous donne exactement ce dont nous avons besoin, même lorsque nous pensons avoir tout perdu. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Le soleil n'était pas encore complètement levé, en ce matin de mai 1873, lorsque les premiers cris de détresse résonnèrent sur le chemin de terre qui traversait la vallée de la Loire. Hélène Dubois était dans le jardin de sa petite ferme, cueillant les premiers légumes du potager qu'elle avait planté de ses propres mains, lorsqu'elle entendit le cheval galoper à toute vitesse. Elle avait 22 ans, des cheveux châtains attachés en un simple chignon, des mains calleuses par le travail et des yeux couleur miel qui reflétaient une sérénité durement acquise. Elle vivait seule depuis le décès de sa grand-mère maternelle 2 ans auparavant, ne laissant en héritage que cette modeste terre, une maison à colombage de 3 pièces et la réputation d'être une femme honnête et travailleuse. Elle laissa tomber son panier de choux et courut jusqu'à la clôture en bois qui délimitait sa propriété. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Un homme en uniforme militaire descendait en titubant d'un cheval taché de sang et tenant quelque chose dans ses bras. C'était un bébé enveloppé dans des couvertures de lin fin, pleurant de toutes les forces de ses petits poumons. Autour du cou du militaire, un foulard était noué comme un garrot improvisé. Il était gravement blessé. « Hélène !» cria l'homme d'une voix rauque. Hélène n'hésita pas, ouvrit le portail en bois et courut vers lui, soutenant son corps chancelant. Le militaire était jeune, il n'aurait pas plus de 25 ans, et ses yeux sombres étaient vitreux de douleur et de désespoir. « Nous avons été attaqués », réussit-il à dire, entre des respirations difficiles. « Des bandits sur la route. Madame est morte, le baron est blessé, mais a réussi à s'échapper avec les autres. J'ai pris le garçon et j'ai fui. Ils m'ont suivi, ils m'ont tiré dessus, je ne peux pas continuer. » Hélène prit le bébé de ses bras tremblants et le serra contre sa poitrine. L'enfant avait au maximum 3 mois. Il était potelé et rosé, avec une petite mèche de cheveux noirs et des yeux encore bleutés, comme tous les nouveau-nés. Il portait des vêtements coûteux, brodés de fils dorés, complètement inappropriés pour se trouver là, sur ce chemin de terre battue, entre les mains d'une paysanne inconnue. « Entrez !» ordonna Hélène avec fermeté. « Je vais prendre soin de vous et du bébé. » Le militaire secoua la tête, les larmes se mêlant à la sueur et à la saleté sur son visage. « Il n'y a pas de temps, les bandits pourraient revenir. Prenez le garçon, gardez-le en sécurité. Le baron viendra le chercher quand il le pourra. C'est Thomas de Montaigne, fils unique du baron Alphonse de Montaigne. » Avant qu'Hélène ne puisse répondre, le militaire se retourna et remonta à cheval, même avec son corps vacillant, jeta un dernier regard au bébé, fit le signe de croix et partit au galop, laissant une traînée de poussière et de sang sur la route. Hélène resta là, immobile, le bébé pleurant dans ses bras, sans comprendre complètement ce qui venait de se passer. Elle regarda autour d'elle. Il n'y avait plus personne, seulement le vent chaud du matin et le son lointain des oiseaux. « Tout va bien, petit », murmura-t-elle en berçant doucement le bébé. « Tu es en sécurité maintenant. » Les pleurs diminuèrent peu à peu, jusqu'à ce que Thomas ouvre les yeux et la regarde avec cette curiosité innocente que seuls les bébés possèdent. Et à ce moment-là, sans savoir pourquoi, Hélène sentit quelque chose bouger en son cœur. Ce n'était pas de la pitié,
Ce n'était pas seulement de la compassion, c'était quelque chose de plus profond, de plus viscéral, comme si cet enfant avait toujours été destiné à être dans ses bras. 3 jours s'écoulèrent, avant que quelqu'un n'apparaisse. 3 jours pendant lesquels Hélène s'occupa de Thomas, comme si c'était son propre fils. Elle le nourrit de lait de chèvre tiède, changea ses couches improvisées avec des morceaux de tissu propre, le berça dans ses bras pendant les nuits où il pleurait inconsolable. À chaque heure qui passait, elle sentait le lien entre eux se renforcer. Thomas était un bébé tranquille quand il était satisfait, mais pleurait fort quand il avait faim ou était mal à l'aise. Hélène apprit rapidement à déchiffrer chaque son, chaque expression de son petit visage potelé. L'après-midi du 3e jour, alors qu'elle étendait du linge sur l'étendoir improvisé dans le jardin, elle entendit le son d'un cheval qui approchait. C'étaient 4 hommes montés sur des chevaux imposants, vêtus de vêtements fins, bien que poussiéreux par le voyage. À l'avant venait un homme qui se distinguait des autres. Il était grand, aux épaules larges, aux cheveux noirs déjà grisonnants aux tempes, aux yeux gris profonds et à une expression si dure qu'elle semblait sculptée dans la pierre. Il devait avoir environ 38 ou 40 ans. Il portait un costume sombre, d'une coupe impeccable, des bottes en cuir et des gants noirs. Son visage était marqué par une barbe bien taillée et une fine cicatrice qui coupait son sourcil gauche. Hélène le reconnut immédiatement, bien qu'elle ne l'eût jamais vu en personne. C'était le baron Alphonse de Montaigne, l'homme le plus puissant et le plus redouté de toute la région, propriétaire d'immenses plantations de café, de terre qui s'étendaient sur des lieux, respecté et craint à parts égales. On disait qu'il était juste, mais inflexible, généreux avec ceux qui le servaient bien et implacable avec ceux qui le trahissaient. Le baron descendit de cheval, avec des mouvements précis, et marcha jusqu'à la clôture, s'arrêtant à quelques pas. Ses yeux gris examinèrent Hélène de la tête aux pieds, non pas avec irrespect, mais avec une évaluation froide et calculatrice. Elle soutint son regard, relevant le menton avec dignité. Elle n'avait rien à craindre. Elle avait pris soin de l'enfant avec tout l'amour et le dévouement. « Mon fils est avec vous ?» demanda-t-il d'une voix grave et contrôlée. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Hélène hocha la tête et lui fit signe de la suivre à l'intérieur de la maison. Le baron fit signe aux autres hommes d'attendre et entra seul. La maison était simple, propre et organisée. Elle sentait le savon de cendre et le romarin. Dans la pièce principale, sur un lit étroit couvert de draps blancs fraîchement lavés, Thomas dormait paisiblement dans un berceau improvisé, fait d'une boîte en bois doublée de couvertures douces. Le baron s'approcha lentement, comme s'il craignait que l'enfant ne disparaisse. Il s'agenouilla à côté du berceau et resta là, juste à regarder. Son visage resta impassible, mais Hélène remarqua quelque chose de différent dans ses yeux. Douleur, culpabilité, soulagement, amour refoulé. Il tendit une main tremblante et toucha délicatement la joue rosée du bébé. Thomas soupira dans son sommeil, mais ne se réveilla pas. « Il va bien ?» demanda le baron, sans quitter son fils des yeux. « Oui, monsieur, sain et fort. Il mange bien, dort bien. Il n'a pas eu de fièvre ni aucun problème. »« Vous vous êtes occupé de lui ?»« Je m'en suis occupé comme si c'était le mien. » Le baron se leva finalement et se tourna pour la regarder. Pendant un bref instant, son masque de froideur se fissura et Hélène vit l'homme derrière le titre. Un homme épuisé, tourmenté, seul. « Ma femme est morte dans cette attaque, » dit-il d'une voix basse mais ferme. « Julie de Montaigne. Elle était tout pour moi. Nous avons été pris en embuscade par des bandits sur la route venant de Lyon. Ils voulaient l'or que je transportais. Ils ont tiré sur la calèche. Elle a été touchée. Elle est morte dans mes bras avant que nous puissions atteindre la ville. Mon garde personnel, le soldat qui vous a amené Thomas, est également mort 2 jours plus tard. Ses blessures étaient trop graves. » Hélène sentit son cœur se serrer. « Je suis désolé, monsieur le baron. » Il hocha brièvement la tête, comme pour écarter la compassion.
Je ne peux pas m'occuper de lui maintenant. Je n'y arrive pas. Chaque fois que je regarde Thomas, je vois Julie. Je vois ce que j'ai perdu. J'ai besoin de temps pour me remettre, pour mettre mes affaires en ordre, pour me renforcer. Le baron marcha jusqu'à la petite fenêtre de la maison d'Hélène et regarda dehors, lui tournant le dos. Ses mains étaient croisées derrière son corps, et il semblait livrer une bataille interne avec lui-même. Le silence se prolongea pendant de longues secondes, jusqu'à ce qu'il parle enfin, sans se retourner. « J'ai besoin que vous continuiez à vous occuper de lui. » Hélène cligna des yeux, surprise. « Monsieur, je veux que vous éleviez mon fils jusqu'à ce que je sois en mesure de le faire. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, peut-être des mois, peut-être un an, peut-être plus, mais j'ai besoin de savoir qu'il est en sécurité, bien soigné, aimé, et d'après ce que j'ai vu, vous l'aimez déjà. » C'était vrai. Hélène ne pouvait pas le nier même si elle le voulait. En seulement 3 jours, Thomas était devenu la raison de ses journées. Elle se réveillait en pensant à lui, passait les heures à s'occuper de lui, le berçait avant de dormir. C'était comme si un trou dans son cœur qu'elle ne savait même pas exister avait été comblé. « Je paierai généreusement, » continua le baron, se tournant finalement pour la regarder. 500 € par mois, suffisant pour que vous viviez dignement, achetiez ce dont vous avez besoin, embauchiez de l'aide, si nécessaire. De plus, je fournirai des vêtements, de la nourriture et tout ce dont l'enfant aura besoin. Ils seront livrés ici chaque semaine. Vous n'avez qu'à vous occuper de lui, l'aimer, le protéger. 500 € par mois était une fortune pour quelqu'un comme Hélène. C'était plus que ce qu'elle gagnerait en une année entière à travailler la terre. Mais ce n'était pas l'argent qui la motivait. C'était le bébé dormant paisiblement dans le berceau improvisé. C'était le sentiment de but qu'elle ressentait en s'occupant de lui. « Je n'ai pas besoin de tant d'argent, » dit-elle d'une voix ferme. « Mais j'accepte de m'occuper de lui à une condition. » Le baron haussa un sourcil, clairement peu habitué à être contredit. « Laquelle ? » « Que vous veniez le visiter régulièrement. Vous ne pouvez pas l'abandonner, même si cela fait mal. Thomas a besoin de connaître son père. Il a besoin de savoir qu'il est aimé. Si vous acceptez cela, je m'occuperai de lui aussi longtemps que nécessaire. » Pendant un instant, l'expression du baron se durcit encore plus, comme s'il allait refuser. Mais alors quelque chose changea dans son regard. Peut-être était-ce du respect, peut-être de la reconnaissance. Il hocha lentement la tête. « D'accord, je viendrai une fois par semaine le samedi, mais je ne peux pas promettre de rester longtemps. C'est suffisant. » Le baron tendit la main. Hélène la serra fermement. L'accord était scellé. Il resta encore quelques minutes à observer Thomas dormir. Puis, il quitta la maison sans rien dire de plus. Dehors, il parla brièvement aux hommes qui l'accompagnaient, monta à cheval et partit sans se retourner. Hélène resta immobile à la porte, tenant Thomas, qui s'était réveillé et la regardait maintenant avec ses yeux bleus curieux. « Il semble que tu vas rester avec moi un moment, petit, » murmura-t-elle en embrassant le front doux du bébé, et c'est ce qu'elle fit. Les jours suivants, elle transforma la petite maison en un espace accueillant pour Thomas. Elle cousit de nouveaux rideaux avec des tissus simples, mais propres. Elle peignit la boîte en bois qui servait de berceau, avec de la peinture blanche, empruntée aux voisins. Elle planta des fleurs dans le jardin pour qu'il ait de la beauté autour de lui, en grandissant. Le matin, elle se levait tôt et travaillait au potager pendant que Thomas dormait. L'après-midi, elle jouait avec lui, chantait des chansons que sa grand-mère lui avait apprises, racontait des histoires, même si elle savait qu'il ne comprenait pas. Le premier samedi arriva. Hélène était nerveuse, bien qu'elle ne sût pas vraiment pourquoi. Elle rangea la maison, baigna Thomas avec de l'eau tiède, parfumée de feuilles de mélisse, l'habilla de la plus jolie tenue qu'elle possédait. Quand le baron arriva, en milieu d'après-midi, il ne vint pas seul. Il apporta avec lui 2 grandes malles chargées par ses domestiques. À l'intérieur, il y avait des vêtements de bébé, des couvertures de laine fine, des jouets en bois sculpté, des boîtes de lait en poudre importée et même un vrai berceau en acajou avec des détails sculptés à la main. « Pour l'enfant, » dit-il simplement,
en désignant les mâles. Hélène resta sans voix. Tout cela était plus que ce qu'elle aurait jamais pu acheter pour Thomas. Le baron entra dans la maison et alla directement là où se trouvait le bébé. Thomas était éveillé, allongé sur une couverture par terre, agitant ses petites jambes en l'air et riant seul. Quand il vit le baron, il s'arrêta et le regarda avec curiosité. Le baron s'agenouilla à côté de lui, mais ne le toucha pas. Il resta juste à regarder. « Il a grandi », commenta le baron. « Les bébés grandissent vite les premiers mois. Il a l'air heureux. » « Il est heureux. C'est un bébé aimé. » Le baron hocha la tête, mais ne dit rien de plus. Il resta là environ une demi-heure, observant simplement Thomas. Il ne le prit pas dans ses bras, ne lui parla pas. Il le regarda simplement comme s'il mémorisait chaque détail. Quand il se leva pour partir, Hélène l'accompagna jusqu'à la porte. « Merci de vous être occupé de lui », dit le baron, sans la regarder. Il la regarda finalement et pour la première fois, Hélène vit quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était pas seulement de la douleur, c'était quelque chose de plus complexe, de plus profond. Mais avant qu'elle ne puisse le déchiffrer, il se retourna et partit. Les mois se transformèrent en saison. L'hiver céda la place au printemps et Thomas grandit fort et en bonne santé sous les soins dévoués d'Hélène. À 6 mois, il s'asseyait déjà seul et riait fort quand Hélène faisait des grimaces amusantes. À 10 mois, il commença à ramper dans la maison, explorant chaque recoin avec une curiosité insatiable. Hélène adapta toute la maison pour qu'il soit en sécurité. Elle couvrit les coins des meubles avec des morceaux de tissu rembourrés, ferma à clé les armoires basses, balaya le sol 3 fois par jour pour qu'il ne mette pas de saleté dans sa bouche. Le baron tint parole. Chaque samedi, ponctuellement à 15 heures, il arrivait à la petite ferme d'Hélène. Parfois, il venait seul, monté sur son cheval noir. D'autres fois, il amenait un de ses domestiques, toujours chargé de quelque chose de nouveau pour Thomas. Des vêtements, de la nourriture, des jouets, des livres illustrés. Mais ce qui ne changeait jamais, c'était son comportement. Il arrivait, observait son fils en silence, restait au maximum 1 heure et repartait sans beaucoup de mots. Au début, Hélène respectait son espace, ne forçait pas la conversation, ne posait pas de questions. Mais avec le temps, elle commença à remarquer quelque chose. Le baron n'était pas froid par nature, il se protégeait. Chaque fois qu'elle regardait Thomas, elle voyait la lutte interne qu'il menait. L'amour se battant contre la douleur, la volonté de se rapprocher, luttant contre la peur de perdre à nouveau. Ce fut un samedi d'octobre, lorsque Thomas eut 10 mois, que quelque chose changea. Le baron arriva comme toujours, mais cette fois il semblait différent, plus fatigué, plus lourd. Il y avait de profondes cernes sous ses yeux gris et ses vêtements, bien qu'encore impeccables, semblaient avoir été enfilés à la hâte. Hélène était dans le jardin avec Thomas, qui rampait sur l'herbe, essayant d'attraper un papillon jaune qui dansait au vent. « Bon après-midi, monsieur le baron », salua Hélène, se levant et essuyant la terre de ses mains sur son tablier. Il hocha simplement la tête, mais son regard était fixé sur Thomas. Le bébé avait cessé de poursuivre le papillon et regardait maintenant son père avec cette curiosité intense qui caractérisait toutes ses découvertes. Alors, pour la première fois depuis qu'Hélène s'occupait de lui, Thomas tendit ses petits bras vers le baron et laissa échapper un son qui ressemblait à une demande. Le baron resta paralysé. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement et Hélène vit son masque se fissurer complètement. Lentement, presque avec peur, il s'agenouilla dans l'herbe et tendit les mains. Thomas rampa jusqu'à lui avec détermination et s'accrocha à sa jambe, essayant de se lever. Le baron le prit dans ses bras avec des mouvements hésitants, comme s'il tenait quelque chose d'extrêmement fragile. Thomas rit et posa ses petites mains sur le visage de son père, explorant avec curiosité. Et alors, cela arriva. Le baron Alphonse de Montaigne, l'homme le plus puissant et le plus redouté de la vallée de la Loire, s'effondra. Des larmes silencieuses coulèrent sur son visage, tandis qu'il serrait son fils contre sa poitrine. Thomas, inconscient de la signification de ce moment, continua simplement de rire et de tirer la barbe de son père. Hélène sentit ses propres yeux s'embuer.
Discrètement, elle se retourna et entra dans la maison, donnant au baron l'intimité dont il avait besoin. Quand elle revint 20 minutes plus tard, le baron était toujours assis dans l'herbe avec Thomas dans ses bras, mais maintenant, il souriait. C'était un petit sourire, presque imperceptible, mais il était là. Thomas s'était endormi contre sa poitrine, et le baron le tenait avec une tendresse qui contredisait complètement sa réputation d'homme dur. « Excusez-moi, dit-il, quand il remarqua qu'Hélène était revenue. Il la regarda avec une expression qu'Hélène ne put déchiffrer. Il est énorme et fort. Vous avez fait un travail exceptionnel. Oui, c'est vrai. Le baron resta silencieux un instant, puis continua. Julie voulait qu'il grandisse entouré d'amour. Elle disait toujours qu'un enfant a besoin d'affection, plus que de toute richesse. Je ne pouvais pas lui donner cela, mais vous l'avez fait. Hélène s'assit sur l'herbe à côté de lui, gardant une distance respectueuse. Vous aussi, vous pouvez lui donner, monsieur le baron. Il n'est jamais trop tard. Il la regarda, et pour la première fois, Hélène sentit tout le poids de cette attention. Les yeux gris du baron étaient profonds, chargés d'histoire, de douleur, de regret. Mais il y avait aussi quelque chose de plus, quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. « Appelez-moi Alphonse », dit-il doucement. « Quand nous sommes ici, je ne suis pas le baron, je suis juste le père de Thomas. » Elle hocha la tête, et quelque chose changea entre eux ce jour-là. Un pont invisible fut construit, connectant deux mondes qui semblaient impossibles à toucher. Après ce jour d'octobre, les visites d'Alphonse changèrent complètement. Il n'arrivait plus pressé de partir. Il restait des heures assis dans le petit jardin d'Hélène, jouant avec Thomas, parlant de sujets triviaux, aidant aux tâches simples. Hélène découvrit que derrière la façade du puissant baron se cachait un homme intelligent, cultivé, avec un sens de l'humour sec et une profonde soif de connexion humaine authentique. Elle découvrit aussi qu'il connaissait beaucoup de choses sur les plantes. Un après-midi, alors qu'Hélène arrosait les choux du potager, Alphonse commenta qu'elle pourrait planter du taro dans les zones plus humides et que cela donnerait une bonne récolte. Il s'offrit même d'apporter des plants de sa ferme. La semaine suivante, il arriva non seulement avec les plants, mais aussi avec des outils agricoles de meilleure qualité et des graines de légumes rares. « Vous n'aviez pas besoin d'apporter tout cela, » protesta Hélène. « Vous vous occupez de mon fils, c'est le moins que je puisse faire. » Mais ce n'était pas seulement cela. Hélène le percevait, entre les lignes des conversations, dans les regards prolongés, dans la façon dont il restait parfois silencieux, l'observant simplement travailler, quelque chose grandissait, quelque chose qu'aucun des deux n'avait le courage de mentionner. Thomas eut 1 an en mars 1874. Hélène prépara un petit gâteau de maïs au miel et décora la maison avec des fleurs des champs. Quand Alphonse arriva ce samedi-là, elle le reçut avec un sourire qui illumina tout son visage. « C'est son anniversaire aujourd'hui », annonça-t-elle joyeusement. Alphonse s'arrêta à la porte, clairement surpris. « J'ai oublié. Ce n'est pas grave. J'ai pensé pour nous deux. » Pour la première fois, Alphonse sourit vraiment. Ce ne fut pas un petit sourire ou contenu. Il fut large, sincère, transformant complètement son visage sévère. Hélène sentit son cœur manquer un battement. À ce moment-là, elle comprit quelque chose qu'elle évitait d'admettre depuis des mois. Elle tombait amoureuse de cet homme. La petite fête fut simple mais chaleureuse. Thomas, qui faisait maintenant quelques pas chancelants, s'accrochant aux meubles, était radieux de bonheur. Alphonse le prit dans ses bras et, pour la première fois, chanta pour son fils. La voix était grave et fausse, mais elle était pleine d'émotion. Quand vint le moment de couper le gâteau, Alphonse tint la petite main de Thomas et ensemble, ils firent la coupe symbolique. Hélène prit une photographie mentale de ce moment, père et fils enfin unis. Les semaines se transformèrent en mois, et la dynamique entre Hélène et Alphonse changea de manière imperceptible, mais profonde. Il commença à arriver plus tôt le samedi, parfois juste après le déjeuner. Il restait jusqu'au soir, aidant Hélène avec des tâches qu'elle n'aurait jamais demandées. Il répara le toit qui fuyait,
construisit une nouvelle clôture autour du potager pour éloigner les animaux. Il apprit même à Thomas à faire ses premiers pas fermes, tenant ses grandes mains. Hélène, de son côté, commença à attendre avec impatience les visites. Elle se réveillait le samedi avec une énergie différente, rangeait la maison avec plus de soin, attachait ses cheveux de manière plus soignée, portait sa meilleure robe du dimanche. Elle ne s'avouait pas pourquoi, mais au fond, elle savait. Ce fut un après-midi pluvieux de juin que tout changea. Alphonse était arrivé comme toujours, mais une tempête soudaine les prit par surprise. La pluie tombait à torrents, transformant le chemin de terre en boue impraticable. Alphonse ne pouvait pas rentrer chez lui par ce temps. Hélène l'invita à dîner et il accepta pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient. Pendant que Thomas dormait paisiblement dans son berceau, les deux s'assirent à la petite table en bois dans la cuisine. Hélène avait préparé un simple ragoût de poulet avec des légumes du potager, du riz blanc et de la farine de manioc grillée. Alphonse mangea avec un appétit qui les surprit tous les deux. « Il y a longtemps que je n'ai pas mangé un si bon repas », commenta-t-il, acceptant une deuxième portion. « J'ai plusieurs cuisiniers, mais la nourriture là-bas n'a pas d'âme. Ce n'est que de la nutrition. Ceci, dit-il en désignant l'assiette. Ceci a de l'amour. » Hélène sentit son visage rougir. Elle détourna le regard, faisant semblant de se concentrer sur sa propre nourriture. Mais Alphonse ne détourna pas le sien. Il continua de la regarder avec une intensité qui rendait l'air de la petite cuisine plus dense. « Hélène, dit-il finalement, posant sa fourchette, pourquoi n'êtes-vous jamais mariée ?» La question la prit au dépourvu. Hélène resta silencieuse un long moment, choisissant ses mots avec soin. « Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui me donne envie. Ma grand-mère disait toujours que le mariage doit être par amour, pas par nécessité. J'ai préféré rester seule plutôt que d'épouser quelqu'un que je n'aimais pas. » « Et vous aimez quelqu'un ?» Le cœur d'Hélène s'emballa. Elle savait qu'elle devrait mentir, qu'elle devrait se protéger, mais quand elle regarda les yeux gris d'Alphonse, toute prétention s'effondra. « Oui, » murmura-t-elle. Le silence qui suivit fut lourd de sens. La pluie tambourinait sur le toit, le feu de la lampe dansait, projetant des ombres sur les murs, et les deux se regardaient, chacun voyant dans l'autre quelque chose qu'ils n'osaient pas nommer. « Hélène !» commença Alphonse, sa voix rauque d'émotion. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, quelque chose que j'ai gardé longtemps. » « Quoi ?» Il respira profondément, comme s'il se préparait à plonger dans des eaux profondes. « Avant d'épouser Julie, il y a eu quelqu'un que j'ai profondément aimé, mais par lâcheté, par peur de ce qu'on dirait, par pression familiale, je n'ai jamais eu le courage d'assumer ce sentiment. J'ai épousé Julie parce que c'était attendu, parce qu'elle venait d'une bonne famille, parce que tout le monde approuvait, et je l'ai aimée à ma manière. Elle a été une bonne épouse, une bonne mère pendant le peu de temps qu'elle a eu, mais ce ne fut jamais cet amour qui consume, cet amour qui vous fait vous réveiller le matin avec le cœur battant. Et cette personne, demanda Hélène d'une voix tremblante, est-elle toujours là ? Alphonse la regarda avec une intensité qui fit trembler Hélène. Elle est là, elle est assise devant moi, s'occupant de mon fils avec plus d'amour que je n'aurais jamais pu espérer. Le monde s'arrêta. Hélène sentit tous les mots s'échapper de son esprit. « Quoi ? Vous ne vous souvenez pas de moi, n'est-ce pas ? Mais moi, je me souviens de vous il y a presque 15 ans. Vous aviez 8 ans, j'en avais 25. Je visitais la maison de votre grand-père, négociant l'achat d'une terre. Vous étiez dans le jardin, pieds nus, avec une robe déchirée, riant en courant après les poules. Votre grand-mère vous a appelé à l'intérieur et vous m'avez regardé en passant. Juste un regard, mais ses yeux couleur miel sont restés gravés dans ma mémoire. » Hélène était sous le choc. Elle ne se souvenait pas de ce jour précis. Son enfance avait été une succession de jours identiques, travaillant à la ferme aux côtés de sa grand-mère. Mais Alphonse se souvenait. « Je suis venu plusieurs fois visiter votre grand-père, mais vous étiez une enfant et j'étais un homme engagé envers mon devoir, envers ma famille, envers les attentes. Alors je me suis éloigné, je me suis marié,
J'ai essayé d'oublier, mais je n'ai jamais oublié. Hélène ne parvenait pas à traiter ce qu'elle entendait. Son esprit tournait en rond, essayant de comprendre les implications de cette confession. Alphonse, le baron de Montaigne, l'homme qu'elle avait secrètement commencé à aimer, disait qu'il l'avait toujours aimée depuis qu'elle était enfant. « Alors, quand vous m'avez amené Thomas, dit-elle lentement, ce n'était pas un hasard. » Alphonse secoua la tête. Non, ce ne l'était pas. Quand le soldat est revenu blessé et m'a dit qu'il avait laissé Thomas avec une jeune paysanne nommée Hélène Dubois, qui vivait dans l'ancienne ferme de la famille Dubois, mon cœur s'est arrêté. Je savais que c'était vous. Je savais que de toutes les personnes au monde, vous seriez la seule capable de donner à mon fils ce que je ne pouvais pas donner, un amour inconditionnel. Mais pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Parce que j'étais en deuil, parce que je venais de perdre ma femme, parce que je n'avais pas le droit de vous imposer mes sentiments alors que vous faisiez déjà tant pour moi, et parce que j'avais peur. Peur que vous ne ressentiez pas la même chose, peur de gâcher la seule bonne chose qui restait dans ma vie, qui était de voir mon fils grandir heureux sous vos soins. Hélène se leva de la table, ses jambes tremblantes, marcha jusqu'à la petite fenêtre et regarda la pluie tomber. Elle avait besoin d'air, elle avait besoin de réfléchir, mais son esprit était un fouillis d'émotions, de colère d'avoir été trompée, de soulagement de ne pas être seule dans ses sentiments, de peur de ce que cela signifiait, d'espoir que peut-être, juste peut-être, il y aurait un avenir pour eux. Hélène. La voix d'Alphonse vint doucement derrière elle. Il ne la toucha pas, mais elle pouvait sentir sa présence chaleureuse proche. « Je ne vous demande rien, je n'attends rien en retour. J'avais juste besoin que vous sachiez la vérité, car je ne peux plus continuer à faire semblant que mes sentiments n'existent pas. » Hélène se retourna lentement, le regardant. Ses yeux couleur miel étaient embués, mais son expression était ferme. « Et votre femme, Julie, elle savait ?» Alphonse baissa le regard, la douleur évidente sur son visage. Elle savait. Julie était plus perspicace que je ne l'imaginais. Quelques semaines avant l'attaque, elle m'a confronté. Elle a dit qu'elle percevait que mon cœur n'avait jamais été complètement le sien. Elle a demandé s'il y en avait une autre. J'ai nié, car techniquement il n'y avait pas de trahison, mais elle savait. Et savez-vous ce qu'elle m'a dit? Quoi? Elle a dit que quand elle partirait, et elle savait déjà qu'elle était malade, bien qu'elle ne me l'ait jamais dit, elle voulait que je cherche le vrai bonheur. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que je passe le reste de ma vie seule par loyauté envers un souvenir. Elle a dit que Thomas méritait de grandir en voyant le véritable amour, pas son absence. Les larmes qu'Hélène retenait tombèrent enfin. Elle était malade, la tuberculose, au stade initial. Les médecins ont dit qu'elle pourrait vivre encore quelques années avec un traitement, mais l'embuscade l'a emportée avant, et peut-être d'une manière cruelle, ce fut une miséricorde. Elle n'aurait pas voulu dépérir lentement. Hélène sentit une vague de compassion pour la femme qu'elle n'avait jamais connue, une femme assez généreuse pour souhaiter le bonheur à son mari, même en sachant que ce bonheur viendrait avec une autre. C'était une bonne personne, c'était la meilleure. Et c'est pourquoi je ne veux pas déshonorer sa mémoire en agissant précipitamment. Je ne suis pas venu ici pour vous demander de m'épouser, Hélène. Je suis juste venu vous dire la vérité. Ce que vous ferez de cette vérité est votre choix. Hélène le regarda longuement. Elle vit la vulnérabilité dans ses yeux, l'espoir contenu, la peur du rejet, et elle sut avec une certitude absolue ce que son cœur voulait. « Alphonse, dit-elle doucement. Il la regarda à la fois plein d'espoir et d'appréhension. « Enfant, je vous ai aussi vu et je me souviens aussi. Vous êtes arrivé monté sur un cheval blanc, vêtu d'un costume sombre. J'ai pensé que vous étiez l'homme le plus beau que j'ai jamais vu. J'ai demandé à ma grand-mère qui vous étiez, et elle a dit que c'était le baron, quelqu'un de trop important pour quelqu'un comme nous. Cela m'a attristé à l'époque, bien que je ne comprenne pas bien pourquoi. » Alphonse fit un pas en avant, les yeux écarquillés. « Vous vous souvenez ?»« Je me souviens. Et pendant tous ces mois, en m'occupant de Thomas, en vous voyant arriver chaque samedi,
en vous voyant vous transformer d'un homme fermé en un père aimant, je suis tombée amoureuse, non pas du baron, mais d'Alphonse, de l'homme qui sourit quand on marie, de l'homme qui répare mon toit sans que je le demande, de l'homme qui mange mon simple ragoût comme si c'était un festin. La tempête continua toute la nuit, et Alphonse resta dans la petite maison d'Hélène. Ils dormirent séparément, mal à l'aise, respectant les apparences et leur propre besoin de temps pour digérer tout ce qui avait été dit. Mais quelque chose avait changé irréversiblement entre eux. Une barrière était tombée, et il ne restait plus que la vérité nue et crue de leurs sentiments. Le lendemain matin, la pluie était passée, laissant l'air frais et le ciel clair. Thomas se réveilla tôt, comme toujours, remplissant la maison de son rire contagieux. Alphonse prit le petit déjeuner avec eux, une scène si naturelle et domestique qu'il semblait que cela avait toujours été ainsi. Mais quand vint le moment de partir, il hésita. « Hélène !» dit-il, tenant les rênes du cheval. « J'ai quelque chose à vous montrer, quelque chose que Julie a laissé. Pouvez-vous venir au manoir demain ?» Hélène accepta, bien que nerveuse. Elle n'avait jamais mis les pieds dans le grand manoir des Montaigne. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Le lendemain, ponctuellement à midi, une élégante calèche s'arrêta devant la ferme d'Hélène. Le cocher, un vieil homme en uniforme impeccable, l'aida à monter avec Thomas dans ses bras. Le voyage dura environ 40 minutes, traversant des champs de café interminables, jusqu'à ce qu'ils arrivent à une immense propriété entourée de murs de pierre. Le manoir était impressionnant. 3 étages d'architecture coloniale, avec de larges balcons, des jardins méticuleusement entretenus et une fontaine de marbre à l'entrée. Hélène se sentit complètement déplacée avec sa simple robe de coton et Thomas dans ses bras. Mais quand Alphonse apparut à la porte, vêtu de manière décontractée et avec un sourire accueillant, ses insécurités diminuèrent. « Bienvenue !» dit-il en prenant Thomas dans ses bras et en embrassant le front du garçon. « Entrez, s'il vous plaît. » La maison à l'intérieur était aussi imposante qu'à l'extérieur. Des meubles en bois noble, des tapis persans, des peintures à l'huile sur les murs, des lustres en cristal. Mais il y avait aussi quelque chose de mélancolique, comme si la maison attendait la vie qui la remplirait à nouveau. Alphonse les guida au 2e étage. C'était une grande pièce, avec des étagères remplies de livres, un bureau en acajou et de grandes fenêtres donnant sur les champs. « Asseyez-vous » demanda Alphonse, indiquant un fauteuil confortable. Hélène s'assit avec Thomas dans ses bras, qui commença immédiatement à explorer les boutons de sa robe. Alphonse alla au bureau, ouvrit un tiroir verrouillé et en retira une enveloppe jaunie. Ses doigts tremblaient légèrement en la tenant. Julie a écrit ceci quelques semaines avant de mourir. Je l'ai trouvé parmi ses affaires après les funérailles. Elle m'était adressée, mais aussi à vous. Bien qu'elle ne connaisse pas votre nom à l'époque, elle savait de votre existence. Elle était intuitive comme ça. Hélène fronça les sourcils, confuse. Comment aurait-elle pu savoir pour moi? Lisez, dit-il simplement en lui tendant la lettre. Les mains tremblantes, Hélène ouvrit l'enveloppe. L'écriture était délicate et inclinée, clairement féminine. Elle commença à lire à voix basse. « Mon cher Alphonse, si vous lisez ceci, cela signifie que je suis parti, et bien que mon cœur soit brisé à l'idée de vous laisser seul, il y a aussi une paix à savoir que je serai enfin libéré de cette maladie qui me consume lentement. Je veux que vous sachiez que notre mariage, bien qu'il n'ait pas été parfait, a été réel pour moi. Vous avez été un bon mari, un homme honorable. Mais j'ai toujours su qu'il y avait une partie de votre cœur qui ne m'appartenait pas. Je ne vous en veux pas. Le cœur n'obéit pas à la raison. » Hélène arrêta de lire, ses yeux brûlants. Elle regarda Alphonse, qui était tourné vers la fenêtre, luttant clairement contre les émotions. Elle continua. « Il y a quelques semaines, j'ai découvert qui elle est, la femme qui habite cette partie de votre cœur. Je vous ai vu regarder le chemin qui mène à la ferme des Dubois avec une expression que vous ne m'avez jamais adressée. J'ai posé des questions discrètes et j'ai découvert Hélène Dubois, la petite fille de Madame Sébastienne. J'ai appris qu'elle vit seule depuis le décès de sa grand-mère. J'ai appris que c'est une femme bonne.
Une travailleuse et honnête, et j'ai su, par l'éclat dans vos yeux, quand quelqu'un a mentionné son nom, que vous l'aimez. Hélène sentit les larmes couler librement maintenant. Julie avait su. Elle avait tout vu. Je ne suis pas en colère, mon amour. Comment pourrais-je l'être? L'amour ne peut être ni forcé, ni nié, mais j'ai une demande à faire. Si quelque chose m'arrive, si je ne suis plus là quand Thomas grandira, promettez-moi que vous chercherez Hélène. Promettez-moi que vous lui donnerez, à elle et à vous, la chance qu'ils n'ont jamais eue. Thomas a besoin d'une mère, oui, mais vous aussi avez besoin d'amour. Et Hélène, si un jour vous lisez ceci, sachez que je ne garde aucun ressentiment. Prenez soin de mon fils comme si c'était le vôtre. Aimez Alphonse comme j'aurais aimé être aimé. Et soyez heureuse pour nous deux, avec un amour éternel, Julie de Montaigne. Le silence dans le bureau était lourd, chargé d'émotion. Hélène termina de lire la lettre et la serra contre sa poitrine, sentant le poids de ses mots. Julie non seulement avait su pour ses sentiments, mais les avait bénis. Elle avait donné la permission d'outre-tombe pour qu'Alphonse et Hélène construisent quelque chose ensemble. Elle savait tout, murmura Hélène. Alphonse se retourna finalement et Hélène vit que ses yeux étaient rouges. Julie a toujours été plus sage que moi. Elle voyait à travers les gens, elle voyait ce qu'ils cachaient, et pourtant, même en sachant, elle m'a aimé du mieux qu'elle a pu. Chelo, comment pouvez-vous porter toute cette culpabilité? Je n'y arrive pas. C'est pourquoi j'ai passé des mois à m'éloigner de Thomas. Chaque fois que je le regardais, je voyais Julie, je voyais mon échec, je voyais l'homme lâche que j'ai été, qui s'est marié sans véritable amour dans le cœur. Hélène se leva, tenant toujours Thomas, et s'approcha d'Alphonse. Elle posa sa main libre sur son bras, sentant la tension dans ses muscles. Vous n'avez pas été lâche, Alphonse. Vous avez fait ce que vous pensiez juste à l'époque. Et Julie le savait. Elle vous a pardonné. Maintenant, vous devez vous pardonner. Il la regarda, et dans ce regard, Hélène vit des années de douleur, de regret, de solitude. Comment puis-je me pardonner quand j'ai gâché tant de vie? Vous n'avez rien gâché. Julie a été heureuse à vos côtés, même en sachant la vérité. Thomas grandit aimé et en bonne santé. Et moi, elle hésita, mais décida d'être courageuse. Je suis ici à vous attendre depuis plus longtemps que vous ne l'imaginez. Les yeux d'Alphonse s'écarquillèrent, lentement. Il leva la main et toucha le visage d'Hélène, ses doigts rugueux mais doux contre sa peau douce. « Hélène, vous n'avez rien à dire maintenant, l'interrompit-elle doucement. Je sais que vous êtes encore en deuil. Je sais qu'il y a des conventions sociales à considérer, mais je veux que vous sachiez que lorsque vous serez prêt, je serai là. Je n'irai nulle part. » Thomas, inconscient de l'intensité du moment, choisit cet instant pour tendre ses petits bras vers son père, voulant être pris dans ses bras. Alphonse le prit immédiatement et les trois restèrent là, formant un petit cercle d'affection. C'était une image qui en disait plus que 1000 mots. Alphonse embrassa le front de Thomas et regarda ensuite Hélène avec une détermination renouvelée. « J'ai besoin de temps pour faire les choses correctement. Il y a des questions légales à résoudre, des propriétés à organiser, ma réputation sociale à considérer non pas pour moi, mais pour vous. Je ne veux pas que vous et Thomas soyez l'objet de médisance, mais je promets, Hélène, que je ferai cela de la bonne manière. Et quand le moment viendra, quand tout sera résolu, je viendrai vous demander en mariage de la manière que vous méritez. » Hélène sourit à travers ses larmes. « J'attendrai, peu importe le temps que cela prendra. » L'année suivante fut une transition prudente. Alphonse commença à rendre visite à Hélène et Thomas, non seulement le samedi, mais aussi pendant la semaine, toujours discrètement, toujours avec des excuses plausibles, au cas où quelqu'un demanderait. Mais dans l'intimité de la petite ferme, ils construisaient lentement une vie ensemble. Alphonse commença à rénover la maison d'Hélène, engagea des ouvriers pour agrandir la construction, ajouter 2 autres chambres, construire une cuisine plus grande et plus fonctionnelle, installer un système de récupération d'eau de pluie. Hélène protesta initialement, disant qu'il dépensait trop, mais il fut ferme.
Ce sera notre maison, Hélène, la nôtre et celle de Thomas. Je veux qu'elle soit parfaite. Thomas, qui avait maintenant 1 an et demi, courait déjà dans la maison en appelant Alphonse papa et Hélène maman. Il n'y avait pas de confusion dans son esprit enfantin. C'étaient ses parents et c'était sa maison. Son innocence était réconfortante, rappelant aux 2 adultes que parfois les choses les plus complexes sont simples aux yeux d'un enfant. Hélène commença également à en apprendre davantage sur le monde d'Alphonse. Il l'emmenait faire des promenades à la ferme, lui montrait comment fonctionnait la production de café, la présentait aux travailleurs et aux contremaîtres, toujours de manière respectueuse, lui faisant comprendre qu'elle était importante pour lui. Les langues commencèrent inévitablement à parler, mais Alphonse ne s'en souciait pas. Il construisait l'avenir qu'il voulait, et les commérages ne l'arrêteraient pas. Ce fut un dimanche de septembre, lorsque Thomas eut 2 ans, qu'Alphonse prit la décision finale, réunit toute la domesticité du manoir et fit une annonce officielle. Hélène était là à ses côtés, tenant la main de Thomas. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. « Je veux annoncer, » dit Alphonse, d'une voix claire et ferme, « que dans 3 mois, j'épouserai Hélène Dubois. Elle sera la nouvelle maîtresse de cette maison et la mère de mon fils. J'espère que tout le monde la traitera avec le respect et la dignité qu'elle mérite. Ceux qui ne sont pas d'accord avec cette décision sont libres de quitter mon emploi avec une juste compensation. Mais je ne tolérerai aucun manque de respect ou de médisance. » Il y eut un silence choqué. Certains employés semblaient sincèrement heureux. D'autres, surtout les plus âgés qui avaient servi Julie, avaient des expressions réservées, mais personne n'osa remettre en question. La parole du baron était loi. Après l'annonce, Alphonse s'agenouilla devant Hélène, là, devant tout le monde. Il sortit de sa poche une boîte en velours et l'ouvrit, révélant une bague en or simple mais élégante, sertie d'une petite émeraude. « Hélène Dubois, » dit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Accepteriez-vous d'être ma femme ? Non pas pour le titre, non pas pour la richesse, mais simplement parce que je vous aime et que je ne peux imaginer ma vie sans vous. » Hélène, les larmes coulant librement, hocha la tête. « Oui, 1000 fois oui. » Alphonse lui passa la bague au doigt et l'embrassa pour la première fois. Ce fut un baiser chaste, respectueux, mais chargé de promesses. Thomas, sans comprendre complètement ce qui se passait, mais sentant la joie dans l'air, commença à applaudir et à rire. Et pour la première fois depuis des années, le manoir des Montaigne résonna du son du bonheur authentique. Les 3 mois suivants furent une course organisée. Hélène, qui n'avait jamais rêvé d'un grand mariage, se retrouva soudain au centre de préparatifs élaborés. Alphonse insista pour que la cérémonie soit modeste mais digne, reflétant à la fois sa position sociale et l'humilité d'Hélène. Ce ne serait pas une célébration ostentatoire, mais elle ne serait pas non plus cachée. Ce serait une déclaration publique d'engagement et d'amour. La première tâche fut de préparer Hélène à son nouveau rôle. Philippe engagea une couturière de Paris pour confectionner sa robe de mariée. Ce ne serait pas la traditionnelle robe blanche européenne, qui n'était pas encore courante dans la campagne française, mais plutôt une robe de soie ivoire, avec de délicates broderies sur les manches et l'ourlet. Simple, élégante et absolument éblouissante. Il engagea également une préceptrice en étiquette sociale, non pas parce qu'il pensait qu'elle avait besoin de changer, mais parce qu'il voulait qu'elle se sente en confiance en côtoyant la société de la région. Hélène fut une élève dévouée, absorbant les informations sur la manière de diriger une grande maison, de recevoir des visiteurs, de gérer le personnel, mais elle conserva toujours son essence humble et bienveillante. Thomas, quant à lui, était radieux de toute cette agitation. Maintenant âgé de 2 ans et demi, c'était un enfant vif et affectueux. Il appelait Hélène maman et Philippe papa, sans aucune confusion. Pour lui, cela avait toujours été sa famille. Il n'avait aucun souvenir d'une autre réalité. 1 mois avant le mariage, Philippe emmena Hélène et Thomas visiter la tombe de Julie pour la première fois. C'était un élégant mausolée à l'arrière du domaine, entouré de rosiers que Julie adorait.
Hélène s'agenouilla devant la pierre tombale de marbre, ses doigts tremblants tandis qu'elle traçait les lettres gravées du nom de Julie. « Merci, murmura-t-elle, ces mots emportés par le vent. Merci pour votre fils, pour votre mari, pour votre générosité. Je promets de les aimer et de prendre soin d'eux comme vous l'auriez fait. Je promets de ne jamais tenter d'effacer votre mémoire. » Philippe était à ses côtés, tenant Thomas. Il parla aussi. Sa voix rauque d'émotion. « Julie, j'ai enfin eu le courage de suivre votre dernière volonté. J'espère que, où que vous soyez, vous êtes en paix. Merci de m'avoir libéré. Merci de nous avoir bénis. » Thomas, avec la perception intuitive des enfants, déposa une fleur qu'il avait cueillie en chemin sur la pierre tombale. « Pour maman Julie, » dit-il de sa petite voix enfantine. Hélène et Philippe se regardèrent, tous deux les larmes aux yeux. À ce moment-là, ils surent qu'ils faisaient la bonne chose. Ils n'effaçaient pas le passé. Ils l'honoraient et construisaient quelque chose de nouveau sur des bases solides de respect et d'amour. Le jour du mariage se leva clair et ensoleillé, comme si le ciel lui-même bénissait l'union. La cérémonie aurait lieu dans la petite chapelle du domaine, suivie d'un déjeuner pour environ 50 invités, incluant les ouvriers agricoles, les voisins proches et quelques autorités locales. Hélène se leva tôt dans la maison qu'elle avait partagée avec Philippe et Thomas ces derniers mois. La rénovation était achevée, transformant la modeste petite propriété en une résidence confortable et accueillante. Bien qu'elle dût emménager au manoir après le mariage, cette petite maison aurait toujours une place spéciale dans son cœur. C'était là que tout avait commencé. Les amies qu'elle s'était faites parmi les épouses des ouvriers du domaine l'aidèrent à se préparer. Elles lui coiffèrent les cheveux en un chignon élaboré entrelacé de fleurs blanches des champs. Elles l'habillèrent de la robe de soie ivoire qui épousait parfaitement son corps svelte. Elles lui chaussèrent des souliers simples mais neufs que Philippe avait fait faire spécialement pour elle. Quand Hélène se regarda dans le miroir, elle ne reconnut pas complètement la femme qu'elle voyait. C'était elle, mais transformée, non par les vêtements ou les cheveux, mais par l'éclat dans ses yeux. C'était l'éclat du bonheur, de l'accomplissement, de l'amour partagé. « Vous êtes magnifique », dit Madame Marguerite, l'épouse du contremaître et la plus âgée des femmes présentes. « Le baron est un homme chanceux. »« C'est moi qui suis chanceuse », corrigea doucement Hélène. Thomas, vêtu d'un costume miniature qui le rendait encore plus adorable, entra en courant dans la pièce. « Maman !» s'exclama-t-il en tapant des mains. Hélène le prit dans ses bras, embrassant sa joue potelée. « Tu es magnifique aussi, mon fils. » La petite procession se dirigea vers la chapelle. C'était une construction simple, mais charmante, toute blanchie à la chaux, avec une petite cloche au sommet. Le curé local, un homme âgé, mais au regard bienveillant, attendait à l'entrée. À l'intérieur, les bancs de bois étaient occupés par des visages connus et souriants, et devant, à côté de l'autel, se tenait Philippe. Il portait un costume sombre, impeccable, les cheveux peignés en arrière, la barbe taillée avec précision. Mais ce qui attira le plus l'attention d'Hélène, ce furent ses yeux. Ils brillaient, fixés sur elle, avec une intensité qui fit battre son cœur à tout rompre. Dans ce regard, elle vit l'amour, la gratitude, la promesse et l'espoir. La cérémonie fut simple mais émouvante. Le curé parla de l'amour véritable, de la famille, des secondes chances que Dieu accorde à ceux qui ont la foi. Quand vint le moment des vœux, Philippe tint les mains d'Hélène et parla d'une voix ferme, bien qu'émue. « Hélène, vous êtes entrée dans ma vie alors que j'étais perdu dans l'obscurité. Vous avez apporté la lumière, l'espoir et l'amour, non seulement pour moi mais pour mon fils. Je promets de vous honorer, de vous respecter et de vous aimer chaque jour de ma vie. Je promets de construire avec vous un foyer rempli de joie où nos enfants, ceux que nous avons et ceux qui viendront, grandiront aimés et en sécurité. Je promets de ne jamais oublier d'où nous venons et de toujours valoriser ce que nous avons. » Hélène, les larmes coulant sur son visage, répondit d'une voix claire, « Philippe, vous m'avez donné le plus grand don qu'une femme puisse recevoir, la chance d'être mère, la chance d'aimer et d'être aimée. Je promets de prendre soin de Thomas comme de mon propre sang.
Je promets d'être à vos côtés dans les bons comme dans les mauvais jours. Je promets de construire avec vous une vie qui honore la mémoire de Julie et célèbre l'avenir qui nous attend. Eux deux, je vous déclare mari et femme, annonça le curé avec un sourire. Vous pouvez embrasser la mariée. Philippe n'hésita pas, il attira Hélène près de lui et l'embrassa avec tendresse, mais aussi avec passion. Ce fut un baiser qui scella non seulement une union légale, mais une union d'âme. Quand ils se séparèrent, toute la chapelle éclata en applaudissements et en vivats. Philippe le prit dans ses bras, et les trois s'étreignirent là, devant tous, une famille enfin complète. Le déménagement au manoir fut plus facile qu'Hélène ne l'avait imaginé. Philippe tint à ce qu'elle se sente chez elle, lui donnant la liberté de changer ce qu'elle voulait. Hélène, cependant, fut prudente. Elle ne voulut pas effacer les traces de Julie. Elle conserva quelques portraits ou quelques objets personnels à des places d'honneur. Elle voulait que Thomas grandisse en connaissant l'histoire complète de sa famille. Mais elle ajouta aussi sa propre touche. Elle remplit la maison de fleurs fraîches du jardin, ouvrit les fenêtres pour laisser l'air circuler, apportant une sensation de légèreté et de vie que le manoir n'avait pas eue depuis des années. Les domestiques, initialement réservés, s'attachèrent rapidement à elle. Hélène traitait tout le monde avec respect et gentillesse, n'agissant jamais comme si elle était supérieure, simplement parce qu'elle avait épousé le baron. Thomas s'adapta merveilleusement. Il avait maintenant une immense chambre, pleine de jouets, mais il préférait toujours dormir dans le grand lit de ses parents, serré entre Hélène et Philippe. Il le permettait, comprenant que cette phase ne durerait pas éternellement et voulant profiter de chaque moment de proximité. Les mois se transformèrent en années. Hélène et Philippe cultivèrent un mariage basé sur le respect, la camaraderie et un amour sincère. Ils parlaient de tout, des décisions concernant le domaine au projet pour l'avenir de Thomas. Philippe consultait Hélène avant de prendre des décisions importantes, valorisant sa perspicacité et son bon sens. Hélène, à son tour, soutenait Philippe dans ses entreprises, offrant une perspective pratique qu'il perdait parfois au milieu des complexités des affaires. Quand Thomas eut 5 ans, Hélène et Philippe décidèrent qu'il était temps de lui raconter toute la vérité sur ses origines. Ils choisirent un dimanche après-midi tranquille. Ils s'assirent avec lui dans le jardin, à l'ombre d'un grand platane. « Thomas, » commença Philippe, « il y a quelque chose d'important dont nous devons te parler. » Le garçon les regarda avec curiosité, ses yeux gris, hérités de son père, brillants d'intelligence. « De quoi, papa? De ta maman? Ta vraie maman ?» Hélène serra la main de Philippe, lui donnant la force de continuer. « Tu sais que j'aime ta maman, » continua Philippe. Hélène sourit à travers les larmes qui commençaient à se former. « Et tu es le meilleur fils du monde, mon amour. Mais tu dois savoir que quand tu es né, une autre femme t'a mise au monde. » Thomas fronça les sourcils, essayant de comprendre. « Yom, alors tu n'es pas ma vraie maman? »« Je suis ta maman de cœur, » dit Hélène doucement, le tirant sur ses genoux. « Maman Julie t'aimait beaucoup, mais elle est tombée malade et est allée au ciel quand tu étais tout petit. »« Et elle était belle ?» demanda Thomas. « Je l'ai choisie et je la choisirai encore et toujours. » Thomas resta silencieux un instant, réfléchissant. « Oui, mon amour, » dit Philippe en souriant, les larmes coulant enfin. « Elle était belle et elle était bonne, tout comme ta maman Hélène. »« Alors, j'ai 2 mamans, une au ciel et une ici ?»« Exactement, » dit Hélène en le serrant fort. « Et les 2 t'aiment plus que tout. » Thomas sembla satisfait de cette explication. Avec la simplicité des enfants, il accepta sa réalité unique et continua sa vie. « Et elle me regarde du ciel ?» demanda-t-il, comme s'il lui parlait. 2 ans après le mariage, Hélène découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle remplit la maison de joie. Thomas, maintenant âgé de 4 ans, était enthousiasmé à l'idée d'être grand frère. Il passa des mois à aider Hélène à préparer la chambre du bébé, choisissant les couleurs, organisant de minuscules vêtements. Philippe était radieux, mais aussi inquiet. Le souvenir de la perte de Julie le hantait encore, et il craignait que quelque chose n'arrive à Hélène. Il engagea les meilleurs médecins de Lyon,
insista pour qu'Hélène se repose, surveillant chacun de ses mouvements avec une inquiétude presque obsessionnelle. « Philippe, dit Hélène un soir, tenant son visage entre ses mains, tu dois avoir confiance. Je vais bien, nous allons bien. Je ne peux pas te perdre, murmura-t-il, sa voix brisée. Pas maintenant que j'ai enfin trouvé le bonheur. Tu ne me perdras pas. Je suis forte et j'ai tout pour vivre. La grossesse se déroula sans complications. Hélène était saine et forte, habituée au travail physique depuis l'enfance. Cependant, elle respecta les préoccupations de Philippe et accepta l'aide chaque fois qu'elle lui était offerte. Par une fraîche matinée d'avril 1878, Hélène entra en travail. Ce fut long et difficile, durant près de 18 heures. Philippe ne la quitta pas d'une minute, lui tenant la main, essuyant sa sueur, lui murmurant des mots d'encouragement. Thomas attendait anxieusement en bas, sous les soins de Madame Marguerite. Quand enfin le cri du bébé résonna dans le manoir, Philippe s'effondra en larmes de soulagement. C'était une fille, petite, rosée, parfaite. Hélène la serra contre sa poitrine, épuisée, mais radieuse. « Comment allons-nous l'appeler » demanda Philippe, caressant la petite tête pleine de cheveux noirs de sa fille. « Julie, » dit Hélène sans hésiter. « Julie, Hélène de Montalvore. » Philippe la regarda, surpris et ému. « Tu es sûr? »« Absolument. Elle nous a donné tout cela. Il est juste que nous honorions sa mémoire. » Thomas fut finalement autorisé à entrer dans la chambre. Il monta sur le lit avec précaution et regarda fasciné sa petite sœur. « Elle est si petite, » murmura-t-il émerveillé. « Tu étais comme ça aussi quand tu étais bébé, » dit Hélène avec un sourire. « Je la protégerai toujours, » déclara Thomas avec un sérieux enfantin. « Je suis le grand frère. » Et il tint cette promesse. À mesure que Julie grandissait, Thomas était son protecteur féroce et son compagnon constant. Il lui apprenait à marcher, à parler, à explorer le monde en toute sécurité. La maison, autrefois silencieuse et mélancolique, était maintenant constamment remplie de rires d'enfants, de jeux et de vie. Les années suivantes furent les plus heureuses de la vie de Philippe. Sa famille grandit non seulement en nombre, mais en amour et en harmonie. 3 ans après Julie, un autre enfant naquit, un garçon qu'ils appelèrent Gabriel, puis 2 autres filles, Béatrice et Cécile. Le manoir des Montalvore était constamment rempli d'enfants courant, jouant, apprenant. Hélène devint non seulement une épouse et une mère exemplaires, mais aussi une force dans la communauté. Elle utilisa sa position d'épouse du baron pour faire le bien. Elle organisa des cours d'alphabétisation pour les enfants des ouvriers. Elle créa un petit hôpital sur le domaine où elle traitait les blessures et les maladies courantes. Elle distribuait de la nourriture pendant les périodes de pénurie. Philippe s'émerveillait d'elle quotidiennement. La femme humble qu'il avait aimée depuis l'enfance s'était transformée en une dame respectée et admirée, sans jamais perdre son essence bienveillante et simple. Il la soutenait dans tous ses projets, fournissant ressources et influences chaque fois que nécessaire. Thomas grandit fort et intelligent, héritant du sens de la justice de son père et de la compassion de sa mère. Quand il eut 15 ans, Philippe commença à l'initier aux affaires familiales, le préparant à assumer éventuellement les responsabilités, mais il encouragea également ses études, engageant les meilleurs tuteurs, l'envoyant étudier à Lyon puis à Marseille. Pendant ces années, il y eut des moments difficiles, bien sûr. Il y eut des sécheresses qui nuisirent aux récoltes, des maladies qui se répandirent dans la région, des tensions politiques qui affectèrent les affaires. Mais Philippe et Hélène affrontèrent tout ensemble, leur partenariat se renforçant à chaque défi surmonté. Un après-midi, alors que Thomas avait 18 ans et était sur le point de partir pour Marseille pour étudier le droit, il chercha Hélène dans le jardin. Elle s'occupait de ses rosiers, une activité qu'elle avait adoptée en hommage à Julie. « Maman », dit-il en utilisant le titre qu'il avait toujours employé pour elle. « Puis-je te poser une question ?»« Bien sûr, mon fils. » Hélène cessa de tailler les roses et le regarda. Thomas était maintenant un jeune homme grand et beau, avec les yeux gris de son père et la bonté qu'elle avait cultivée en lui depuis tout petit.
Maman, as-tu déjà regretté? Pas un seul instant, dit-elle fermement. Toi et tes frères et sœurs êtes ma plus grande joie. Ton père est mon compagnon d'âme. Cette vie que nous avons construite ensemble est plus que tout ce que j'aurais jamais rêvé d'avoir. Mais tu as renoncé à tant de choses, à ta liberté, à ta vie simple. Je n'ai renoncé à rien, Thomas. J'ai tout gagné. J'ai gagné une famille, un but, un amour qui remplit chaque jour. Il n'y a pas de plus grande richesse que cela. Thomas la serra fort dans ses bras. Merci, maman, pour tout. Les années passèrent en harmonie. Thomas acheva ses études et revint aider Philippe à gérer les propriétés. Julie grandit et devint une jeune femme talentueuse en musique, jouant du piano avec une habileté impressionnante. Les autres enfants s'épanouirent également, chacun développant ses propres talents et personnalités uniques. Hélène et Philippe vieillirent ensemble. Leurs cheveux grisonnaient, mais leurs regards étaient toujours pleins d'amour lorsqu'ils se croisaient à travers la table de dîner remplie d'enfants et, éventuellement, de petits-enfants. Mais ce fut un après-midi de printemps, alors qu'Hélène organisait le grenier du manoir, qu'elle fit une découverte qui allait changer sa compréhension de toute l'histoire. Au fond d'un vieux coffre poussiéreux et oublié, elle trouva un journal relié en cuir. La calligraphie sur la couverture disait « Journal de Julie de Montalvore ». Les mains tremblantes, Hélène ouvrit le journal et commença à lire. Les premières entrées étaient banales. Des récits du quotidien d'une jeune femme mariée. Mais en avançant, Hélène trouva quelque chose qui la laissa sans voix. C'était une entrée datée de quelques mois avant l'embuscade fatale. Aujourd'hui, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Philippe pense qu'il cache si bien ses sentiments, mais une épouse sait toujours. Il y a une femme qu'il a aimée avant moi, Hélène Dubois. J'ai fait des recherches discrètes et j'ai découvert qu'elle vit seule dans la petite propriété de sa défunte grand-mère. Je lui ai rendu visite aujourd'hui, déguisée en voyageuse ordinaire demandant de l'eau. Elle m'a reçu avec tant de gentillesse, sans avoir la moindre idée de qui j'étais. Nous avons brièvement conversé et j'ai compris pourquoi Philippe l'aime. Elle est authentique, douce, sans prétention. Tout ce que j'essaie d'être, mais que je n'y parviens jamais complètement à cause de mon éducation aristocratique. Hélène dut s'asseoir, son cœur battant la chamade. Julie l'avait visitée quand? Pourquoi? Elle continua à lire, les mains tremblantes. J'ai pris une décision aujourd'hui. Si quelque chose m'arrive et je pressens que mon temps est court, cette maladie progresse plus vite que je ne l'admets à quiconque. Je laisserai des instructions pour que Thomas soit confié à Hélène, non pas à une nourrice ou à un parent éloigné, mais spécifiquement à elle. Philippe ne le réalisera peut-être pas consciemment, mais son cœur guidera Thomas vers elle. Et quand cela arrivera, ils auront enfin la chance que le destin leur a refusée. Les larmes coulaient librement sur le visage d'Hélène maintenant. Julie avait tout orchestré. Ce n'était pas le hasard, ce n'était pas le destin aveugle. Julie, sachant qu'elle mourrait, avait consciemment préparé le chemin pour que Philippe et Hélène s'unissent. La dernière entrée du journal, écrite quelques jours avant l'embuscade, disait « Si vous lisez ceci, Hélène, et cela ne peut être que vous, car je sais que mon Philippe vous amènera chez nous un jour, alors mon plan a fonctionné. N'ayez aucun remords. Ne vous sentez pas coupable, vous ne m'avez rien volé. Je l'ai donné volontairement, car le véritable amour veut le meilleur pour ceux que nous aimons. Même si cela signifie nous éloigner, prenez soin de Thomas, aimez Philippe. Soyez l'épouse qu'il a toujours méritée et la mère dont mon fils a besoin. Et sachez que, où que je sois, je suis en paix, sachant que j'ai laissé ma famille entre les meilleures mains possibles. Avec amour et gratitude, Julie. Hélène ferma le journal et le serra contre sa poitrine, sanglotant. Julie n'avait pas seulement accepté la situation, elle l'avait créée. Ce fut un dernier cadeau d'une femme extraordinairement généreuse. Quand Philippe rentra chez lui, ce soir-là, il trouva Hélène l'attendant dans le bureau, le journal sur la table. Elle lui raconta tout ce qu'elle avait découvert.
Philippe lut les passages, les larmes coulant sur son visage. « Elle a toujours été plus sage que nous tous », dit-il finalement, la voix étranglée. Même à la fin, elle pensait à notre bien-être. « Je crois que nous avons toujours su qu'elle était spéciale », dit Hélène doucement. « Et maintenant ?»« Nous vivons, » dit Hélène avec détermination. « Nous vivons la vie qu'elle a voulu pour nous. Nous aimons nos enfants. Nous construisons un héritage qui honore sa mémoire et nous vivons chaque jour avec gratitude. » Philippe la serra fort dans ses bras. « Comme j'ai eu de la chance !» Ce n'était pas de la chance, c'était l'amour d'une femme extraordinaire qui nous a guidés jusqu'ici. La découverte du journal changea quelque chose de profond chez Hélène et Philippe. Il n'y avait plus d'ombre de culpabilité ou de doute. Julie avait consciemment béni leur union, elle l'avait même facilitée. Cela apporta une paix encore plus grande à leur cœur. Ils décidèrent de partager le journal avec Thomas quand il eut 21 ans. C'était déjà un homme fait, sur le point d'épouser une jeune femme de la région. Ils s'assirent avec lui dans le même jardin, où tant de conversations importantes avaient eu lieu, et lui remirent le journal de Julie. Thomas lut chaque page en silence, les larmes silencieuses coulant sur son visage. Quand il eut terminé, il regarda Hélène avec une expression d'amour pur. « Alors, elle t'a choisi pour être ma mère. Ce n'était pas un accident. » « Ce fut un cadeau d'elle, » dit Hélène. « Le plus grand cadeau que quelqu'un m'ait jamais fait. »« J'ai toujours su que j'avais 2 mères extraordinaires, » dit Thomas, en serrant Hélène dans ses bras. « Mais maintenant je comprends à quel point l'une m'a donné la vie, l'autre m'a appris à vivre, et toutes 2 m'ont aimé suffisamment pour faire des sacrifices incroyables. » À ce moment-là, Philippe se joignit à l'étreinte, les 3 formant un cercle d'amour qui traversait même la barrière de la mort. Julie était là d'une certaine manière, faisant partie de ce moment. Sa présence était ressentie dans le vent doux, dans le parfum des roses, dans la sensation de plénitude qui remplissait leur cœur. Le mariage de Thomas fut une grande célébration. Il épousa Marie-Claire, une institutrice de l'école qu'Hélène avait aidé à fonder des années auparavant. C'était une jeune femme intelligente, bienveillante et parfaitement adaptée à Thomas. Ensemble, ils continueraient l'héritage de bonté et de justice que Philippe et Hélène avaient construit. Un par un, les autres enfants grandirent également et suivirent leur propre chemin. Julie, la fille aînée après Thomas, devint médecin, chose rare pour les femmes à l'époque. Mais Philippe et Hélène la soutinrent inconditionnellement. Gabrielle fit carrière militaire, servant avec honneur. Béatrice épousa un agronome, et ensemble, ils développèrent des techniques de culture innovantes. Cécile, la plus jeune, resta plus longtemps à la maison, aidant Hélène avec ses projets communautaires, avant d'épouser finalement un professeur de musique. Le manoir des Montalvor se transforma en un centre d'activité et de vie. Il y avait toujours des petits-enfants courant dans les couloirs, toujours des visiteurs accueillis avec générosité, toujours des projets planifiés pour améliorer la vie des gens de la région. Hélène, maintenant aux cheveux complètement blancs, mais aux yeux toujours brillants de vitalité, était devenue une figure aimée de tous. Les gens venaient de loin chercher ses conseils, son soutien, ses histoires. Elle ne refusait jamais personne, trouvant toujours le temps d'écouter, de conseiller, d'aider. Philippe, également grisonnant et la posture légèrement courbée par le poids des années, restait aussi amoureux d'Hélène que le jour de leur mariage. Il lui apportait encore des fleurs du jardin chaque matin. Il lui tenait encore la main pendant les promenades vespérales. Il la regardait encore comme si elle était la plus belle femme du monde. 50 ans ensemble, dit Philippe lors de leur fête de noces d'or, levant son verre pour un toast. 50 ans depuis que cette femme extraordinaire a accepté non seulement de prendre soin de mon fils, mais aussi de mon cœur. Il n'y a pas de mots pour exprimer ma gratitude. 49 ans de mariage, et corrigea Hélène avec un sourire, mais 51 ans depuis que Thomas est entré dans ma vie, et chacune de ces années a été un don. La salle explosa en applaudissements. Thomas, maintenant un homme de 53 ans, avec ses propres enfants, se leva pour parler. « Je veux remercier publiquement les 2 femmes qui m'ont tout donné.
ma mère Julie, qui m'a donné la vie et a eu la sagesse de s'assurer que je grandisse aimée, et ma maman Hélène, qui m'a donné un amour inconditionnel chaque jour de ma vie. Grâce à vous deux, j'ai appris que la famille n'est pas seulement le sang. C'est un choix, c'est un engagement, c'est un amour quotidien. Les dernières années d'Hélène et Philippe furent d'un contentement tranquille. Ils passaient leur journée entourés de leur famille, partageant des histoires avec leurs petits-enfants, s'occupant du jardin qu'ils aimaient tant. La santé de Philippe commença à décliner quand il eut 85 ans. Rien de grave, juste l'usure naturelle d'une vie longue et bien vécue. Un matin d'automne, Philippe se réveilla, se sentant particulièrement faible. Hélène, toujours attentive, appela immédiatement le médecin. Le diagnostic fut doux mais clair. Le cœur de Philippe était simplement fatigué. Il n'y avait pas grand-chose à faire, à part le maintenir confortable. Philippe accepta la nouvelle avec sérénité. Il avait vécu une vie longue, pleine, complète. Il n'avait aucun regret. Ces dernières semaines furent passées dans le grand lit qu'il partageait avec Hélène, entouré de sa famille. Thomas venait le visiter quotidiennement, ainsi que tous les autres enfants et petits-enfants. Par un après-midi particulièrement clair, le soleil entrant par les fenêtres ouvertes, Philippe demanda à rester seul avec Hélène. Elle s'allongea à ses côtés dans le lit, comme il l'avait fait pendant des décennies. « Hélène, dit-il, sa voix à peine audible. « Quoi, mon amour ? Merci pour tout, pour Thomas, pour nos enfants, pour chaque jour, chaque moment. Philippe, ne parle pas comme ça. » Il l'interrompit doucement. « Je pars en paix. Je pars en sachant que je laisse notre famille entre de bonnes mains, que notre héritage continuera à travers nos enfants et petits-enfants. Et je pars en sachant que j'ai été aimé complètement par deux femmes extraordinaires. Peu d'hommes ont autant de chance. »« Je t'ai aussi aimé complètement, » murmura Hélène, les larmes coulant librement. « Tu as été mon compagnon, mon amour, mon meilleur ami. Quand je serai parti, dit Philippe, je veux que tu continues à vivre, à prendre soin de la famille, des projets, de tout ce que nous avons construit. Ne te recroqueville pas dans la tristesse. Je ne sais pas si j'y arriverai. Tu y arriveras. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Promets-le. » Hélène respira profondément, contrôlant ses sanglots. « Je promets. » Philippe sourit, ce sourire qu'elle avait tant appris à aimer. « Bonne fille. » Il ferma les yeux, fatigué. « Je crois que je vais me reposer un peu maintenant. Repose-toi, mon amour. Je suis là. » Philippe de Montalvore décéda paisiblement 3 jours plus tard, entouré de sa famille, tenant la main d'Hélène. Ce fut des funérailles dignes, avec des centaines de personnes venues rendre hommage à l'homme qui avait transformé la région par son leadership juste et généreux. Hélène, bien que dévastée par la perte, tint sa promesse. Elle resta active dans la communauté, continua à s'occuper des projets sociaux, continua d'être la matriarche de la famille Montalvore. Ses enfants et petits-enfants se relayaient pour rester avec elle, s'assurant qu'elle ne soit jamais seule, mais respectant aussi son besoin occasionnel d'intimité. Hélène vécut 8 ans de plus après la mort de Philippe. Ce furent des années de réflexion, de gratitude, de préparation tranquille à sa propre fin. Elle vit naître ses arrière-petits-enfants, vit l'héritage qu'elle et Philippe avaient construit s'étendre aux générations futures. L'école qu'ils avaient fondée éduquait maintenant des centaines d'enfants. L'hôpital qu'ils avaient créé sauvait des vies quotidiennement. Le domaine qu'ils avaient géré avec justice était un modèle de relations de travail éthique. Quand Hélène eut 87 ans, sa santé commença à décliner. Ce ne fut pas soudain, mais graduel. Un jour, elle se réveilla en sachant que son temps était proche. Elle n'avait pas peur. Elle avait vécu pleinement, aimé profondément, laissé un héritage dont elle était fière. Elle appela Thomas, qui avait maintenant 60 ans, mais la traitait toujours comme le petit garçon de 5 ans, ayant besoin de sa maman. Il vint immédiatement, s'asseyant à côté de son lit. « Mon fils, dit-elle d'une voix faible, mais affectueuse, mon heure est venue. Non, maman, ne parle pas comme ça. » Elle posa sa main sur la sienne.
Je ne suis pas triste. J'ai vécu une vie merveilleuse, plus que je n'aurais jamais rêvé possible, mais il y a quelque chose que j'ai besoin que tu fasses pour moi. N'importe quoi, maman. Le journal de Julie. Je veux que tu le gardes pour toujours, et quand tes enfants et petits-enfants poseront des questions sur notre famille, raconte, ne cache rien. Raconte l'amour, le sacrifice, les choix difficiles. Raconte comment parfois le destin nous donne exactement ce dont nous avons besoin, même quand nous ne comprenons pas le chemin. Je raconterai, maman, je promets. Et raconte aussi que les familles se construisent de nombreuses façons, que l'amour est plus fort que le sang, que la bonté l'emporte toujours à la fin. Thomas pleurait ouvertement maintenant. Merci, maman, pour tout, de m'avoir choisi, de m'avoir aimé, de m'avoir fait l'homme que je suis. Tu n'avais pas besoin de moi pour être bon, Thomas. Cela a toujours été en toi. J'ai juste nourri ce qui existait déjà. Les jours suivants, toute la famille vint lui dire au revoir. Chaque enfant, chaque petit-enfant, chaque arrière-petit-enfant eut un moment privé avec Hélène. Elle donna des conseils, elle partagea des souvenirs, bénit chacun. Et dans tous ces moments, il y avait la paix dans ses yeux. Par une claire matinée de printemps, exactement 56 ans après le jour où un bébé en pleurs avait été placé dans ses bras, Hélène Dubois de Montalvort décéda tranquillement, entourée d'amour. Son dernier soupir fut accompagné d'un sourire, comme si elle voyait quelque chose de merveilleux. Les funérailles d'Hélène furent une célébration de vie, non un lamento de mort. Des centaines de personnes y assistèrent, des Montalvort et leurs vastes ramifications familiales aux ouvriers les plus humbles du domaine, en passant par les innombrables personnes qu'Hélène avait aidées au fil des ans. Thomas, maintenant le patriarche de la famille, prononça le discours principal. Le journal de Julie en main et des larmes silencieuses coulant sur son visage, il raconta l'histoire complète pour la première fois, publiquement. Il raconta l'attaque sur la route, le bébé sauvé, la jeune paysanne qu'il avait accueillie avec un amour inconditionnel. Il raconta l'amour non réciproque qui s'était transformé en un mariage béni. Il raconta l'histoire de Julie et de sa générosité extraordinaire à orchestrer une union même au-delà de la mort. C'est une histoire, dit-il à la foule silencieuse, sur 3 personnes extraordinaires. Julie, qui a aimé avec tant de générosité, qui a renoncé à sa propre place pour assurer le bonheur de ceux qu'elle aimait. Philippe, qui a eu le courage d'accepter une seconde chance et de construire quelque chose de beau sur les cendres de sa perte. Et Hélène, ma maman, qui a prouvé que la maternité n'est pas définie par la biologie, mais par l'amour quotidien, le sacrifice constant et la dévotion inébranlable. Il ouvrit le journal et lut le dernier passage écrit par Julie, sa voix se brisant par moments, mais ferme dans sa détermination à honorer ses 2 mères. Cet héritage a continué. Il ne s'arrête pas ici. Il continue en moi, en mes frères et sœurs, en nos enfants, en nos petits-enfants. Chaque fois que nous choisissons la bonté plutôt que la cruauté, l'amour plutôt que l'indifférence, la générosité plutôt que l'égoïsme, nous honorons Hélène, nous honorons Julie, nous honorons Philippe. Cette famille a été construite sur des choix conscients d'amour, et c'est ce que nous continuerons à choisir génération après génération. Hélène fut enterrée aux côtés de Philippe dans une tombe située près de celle de Julie. Les 3 ensemble, enfin, unis d'une manière qui transcendait la vie. Les rosiers qu'Hélène avait plantés en hommage à Julie fleurissaient autour des tombes, leurs fleurs parfumées se balançant doucement au vent. Des années plus tard, lorsque les arrière-petits-enfants d'Hélène visitaient le cimetière familial, ils apportaient toujours des fleurs fraîches aux 3 tombes. Et Thomas, déjà un homme très âgé, mais encore lucide, les emmenait toujours avec lui, racontant l'histoire complète, l'histoire d'une paysanne qui éleva le fils du baron veuf, sans imaginer que c'était son propre destin, l'histoire de la façon dont le véritable amour trouve toujours un chemin, même lorsque ce chemin est tortueux et douloureux, l'histoire de la façon dont les familles ne sont pas construites par accident, mais par des choix quotidiens d'amour et d'engagement.
Et quand les enfants demandaient si c'était une fin heureuse, Joma répondait toujours de la même manière. Ce fut la fin la plus heureuse possible, car elle fut construite sur un amour véritable, un sacrifice conscient et une bonté inébranlable. Et ce genre d'amour ne meurt jamais. Il se multiplie, traverse les générations, transforme le monde autour de lui. L'héritage d'Hélène, Philippe et Julie continua de vivre au domaine Montalvort pendant des décennies et des siècles. L'école qu'ils avaient fondée éduqua des milliers d'enfants. L'hôpital qu'ils avaient construit sauva d'innombrables vies. Les valeurs qu'ils avaient cultivées de justice, de bonté et d'amour inconditionnel résonnèrent à travers les générations. Et par les douces nuits de printemps, lorsque le vent soufflait doucement à travers les vignobles, les gens disaient qu'ils pouvaient entendre des rires lointains, le son d'une famille heureuse. Hélène jouant avec Thomas dans la cour. Philippe rentrant du travail pour embrasser son épouse, Julie souriant du ciel, satisfaite de l'œuvre qu'elle avait orchestrée. Car au final, ce ne fut pas seulement une histoire de 3 personnes, ce fut une histoire sur le pouvoir transformateur de l'amour, sur la façon dont des choix généreux peuvent changer le cours de vies entières, sur la façon dont le destin a parfois besoin d'un petit coup de pouce de cœur bienveillant, et sur la façon dont les vraies familles ne sont pas construites par la biologie, mais par l'amour quotidien, les choix conscients et l'engagement inébranlable. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous croyez au pouvoir du véritable amour et de la bonté humaine, laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez en commentaire quelle partie de l'histoire vous a le plus ému. Et rappelez-vous toujours, le véritable amour n'est jamais un accident, c'est toujours un choix conscient, quotidien, de placer le bien-être de ceux que nous aimons au-dessus de nos propres besoins. À la prochaine histoire.